Myriam se trouve trop grosse, un peu comme la plupart des filles. Et même maintenant qu'elle préfère qu'on l'appelle Bruno, elle n'arrive pas à oublier le beau John. Seulement, elle vient de rencontrer Roy, un pianiste pas très doué. Et pour cause, c'est un tyrannosaure. Mais qu'importe, ils s'aiment. Et leur amour est plus fort que n'importe quelle loi sur les copyrights. Leur contenu d'hier sera leur passion de demain. Et Myriam, enfin Bruno, même si elle se trouve trop bouffie et moelleuse, même si elle n'arrive pas à oublier John et qu'elle ne monétise pas, eh bien elle aime Roy. Et puis, il y eut Batman. On va essayer de pas trop se focus sur le monsieur derrière Quantic Dream et donc derrière Fahrenheit et pour plutôt se concentrer sur ce qui semble-t-il nous est présenté comme un jeu vidéo qui s'appelle Fahrenheit. Même si le monsieur en question a dirigé, écrit et produit le jeu. Mais juste avant, une petite métaphore concernant David Cage, histoire de bien resituer le bonhomme et promis après on n'en parle plus. Peut-être. Enfin je vais essayer quoi. Vous allez voir, c'est une image qui va vous parler à coup sûr. Si David Cage réalisait des vidéos de jeux vidéo sur internet, il serait le genre de mec à clamer haut et fort qu'il va changer la face des vidéos sur le jeu vidéo sur internet en faisant des trucs super et en se moquant du coup du boulot de tout le monde à côté. Et finalement, en faisant un tour sur sa chaîne, on n'y verrait que des let's play, des gameplays de FPS ou des face commentaries sur Amnesia. Fin de métaphore. Voilà, David Cage, c'est un peu ça. Bien sûr, point de Minecraft ou de Call of Duty à sa ludographie, et faut lui laisser le bénéfice de l'originalité avec de gros guillemets, mais vous avez pigé l'idée et mieux saisi le personnage, donc maintenant passons à la critique du jeu. Anciennement connu sous le nom The Indigo Prophecy, Fahrenheit est le second jeu du studio Quantic Dream. Il est sorti en 2005 et fait partie de ces titres qui se seraient vendus comme des petits pains s'ils étaient sortis quelques années plus tôt. À une époque où internet n'était pas aussi présent et où certains magazines de jeux vidéo disposaient encore de DVD de démos, même que c'était plus des CD à l'époque, ça ne rajeunit personne. J'imagine très bien un truc genre PlayStation Magazine avec la démo de la première scène de Fahrenheit et là, tous les joueurs conquis, parce qu'il faut le dire, la première scène de Fahrenheit est plutôt efficace. Dans ces conditions-là, c'est clair que dès la sortie du jeu, tous les gens ayant fait la démo se seraient rués dessus. Et après, la plupart auraient été dégoûtés. Dégoûtés grave. Oui, parce que si la première scène de Fahrenheit fonctionne plutôt bien, le jeu dans son intégralité, lui, est une horreur pure et simple dont l'immonde héritage parviendra à survivre 8 ans pour ensuite se glisser dans Beyond Two Souls. Vous ne me croyez pas et pourtant préparez-vous à découvrir l'un des plus casse-gueule gloubi-boulga vidéoludiques de votre vie. Tout commence tranquille avec Ethan Mars, non, Nathan Drake non plus, Desmond, non, ah oui, avec design de héros générique numéro 2, corpulence banale, taille normale, cheveux bruns et courts, aucun signe distinctif, bla bla bla, et c'est Lucas Kane, oui. Donc tout commence... Non, en plus je dis de la merde, avant il y a un monologue philosophie de comptoir sur fond de travelling urbain, et après seulement on découvre Monsieur Kane, possédé par une force mystérieuse qui va alors tuer un monsieur dans les toilettes. Parce que c'est comme dans Silent Hill 2, le jeu commence dans les toilettes, bim. Sauf que Silent Hill 2 c'est un bon jeu. Et un bon jeu malin qui plus est, ce que n'est absolument pas Fahrenheit. Mais pour en revenir à Monsieur Kane, cette première scène de Fahrenheit illustre parfaitement la volonté de Quantic Dream de se démarquer du reste des autres jeux. Jauge de morale, découpage dynamique de l'écran façon 24 heures chrono ou Hitman Blood Money, et surtout gameplay à la souris assez particulier mêlé à une liberté d'action toute relative qui fait qu'une même scène est réalisable de plusieurs façons et que chacune de ces façons est une bonne façon. Sous-entendu, elle ne stoppe pas l'avancée du jeu. C'est un peu comme si vous étiez réalisateur et que vous gardiez toutes les premières prises de scène pour continuer votre projet qui ici serait votre partie de Fahrenheit. Un peu comme Ed Wood en fait. La prétention en plus sûrement. Concrètement dans ce titre, vous déplacez votre personnage dans des décors et observez alors les actions réalisables. Ces actions s'opèrent avec des clics et des mouvements de la souris, ou du stick si vous jouez sur PlayStation 2. Mettons que votre personnage est devant une porte, il faudra alors maintenir le clic gauche et avancer votre souris pour que votre personnage avance son bras vers la poignée. Vous avez saisi l'idée.
Et ça, c'est représentatif de 80% de ce que vous ferez dans le jeu. Les 20% restants étant un système de QTE ridicule à base de 2 jeux électroniques Simon Says. Un système qui va très vite, pour ne pas dire instantanément, vous sortir par les trous de nez tant il est épouvantable. Et le pire, c'est qu'il est utilisé pour tout et n'importe quoi, c'est toujours le même principe. Que ce soit un combat à mort, un match de basket entre collègues, une course-poursuite ou simplement pour jouer de la guitare, on se ramasse toujours ce truc ridicule à base de direction n'ayant aucun lien avec ce qui se passe à l'écran. Ou alors, très rarement. Mais jouer à Fahrenheit, c'est également devoir composer avec une autre feature. Nous ne jouons pas que Lucas Kane. Après sa fuite du dîner, le joueur devra diriger les 2 inspecteurs venant enquêter sur les lieux du crime. Sous-entendu, le joueur joue le criminel malgré lui et les forces de l'ordre le traquant, donnant ainsi l'avantage à l'un ou à l'autre. Si l'idée peut sembler plaisante, dans la pratique ça ne fonctionne pas. En fait, c'est juste que ce n'est jamais mis en application. Et pour preuve, à un moment on peut réaliser un portrait robot du suspect, mais que vous le réalisiez avec soin ou non, cela n'influe en rien sur la suite du jeu. Tous les aspects de l'enquête sont en réalité complètement balisés par le scénario. Et si encore il n'y avait que cela, ce ne serait qu'un thriller bancal avec un système de dialogue assez foireux et des animations rigides. Mais non, il y a bien pire par la suite. Car voyez-vous, Fahrenheit se casse littéralement la gueule sur lui-même à peine 1 heure de jeu passée. 2 pour les plus tolérants. La raison est assez simple. Il enquille à un rythme aberrant des séquences de jeu ridicules et des références hyper mal digérées. S'ensuit donc un cortège d'idioties qui se la joue et de violents coups d'épée dans l'eau. Non, en fait, c'est tellement à côté de la plaque que ça parviendrait même à rater l'eau. Honnêtement, je pourrais passer des dizaines de minutes à simplement répertorier tous les trucs bêtes présents dans ce jeu, tant ce château de cartes secoue lui-même la table sur laquelle il est érigé. Entre les twists scénaristiques ringards et confus, les séquences de gameplay foireuses style passage d'infiltration ou hallucinations pathétiques à base d'acariens géants et fluo, le personnage de Tyler qui ne sert strictement à rien, et la scène d'amour complètement pourrave qui tombe avec autant de grâce qu'un sac de patates sur un chaton, tout, absolument tout est répugnant. Et comme si cela ne suffisait déjà pas, il faut également compter sur les références plus ou moins pop mais totalement ridicules qui finissent de détruire la moindre cohérence pour ne laisser qu'un bordel incompréhensible et gerbant à base de QTE de couleurs. C'est d'ailleurs toujours aussi surprenant de voir à quel point un studio qui prétend vouloir faire avancer le jeu vidéo et faire mieux que tout le monde se retrouve à verser dans le truc mainstream de façon abusive. Les instants Matrix ou Dark City dans le jeu, pourquoi ? Honnêtement, pourquoi ? Pourquoi partir dans autant de directions pour ratisser large? Sérieusement, ça n'a aucun intérêt. Et c'est exactement pareil dans Beyond Two Souls. Choper le prétexte de la vie d'Ellen Page pour faire n'importe quoi comme le retour des phases d'infiltration, alors que vous êtes déjà incapable de saisir les limites de vos propres mécaniques, ça ne rime à rien. C'est du sensationnalisme cliché, gras et débile. Lucas voit l'avenir quand ça l'arrange, Ellen Page utilise son copain esprit quand ça l'arrange. Jamais l'expression pot pourri n'aura aussi bien porté son nom. C'est n'importe quoi. Des jeux qui laissent le choix à mon cul. Et je ne parle même pas de l'aspect purement technique de la chose, du design relativement peu inspiré de l'intégralité de Fahrenheit, ou des 3-4 pauvres musiques signées Badalamenti pour faire genre « c'est trop mystico-kitschouille comme Twin Peaks, les geeks vont adorer ». Tout ça n'est rien à côté de cet immense carambolage de tout et n'importe quoi, tout est nul et sans intérêt. Je crois qu'il faudra attendre Resident Evil 6 pour revoir un truc aussi plat de bout en bout et qui foire absolument tout ce qu'il entreprend. Une putain de performance quand on y pense. Et juste pour la petite info, en 2005 sur PlayStation 2, on avait aussi Soul Calibur 3, Splinter Cell Chaos Theory, Resident Evil 4 et Metal Gear Solid 3. Les budgets sont sûrement pas les mêmes, mais tout de même. Sérieux, je crois que je déteste ce jeu. C'est probablement l'une de mes pires expériences en matière de jeux vidéo. Parce que ça partait bien et qu'ensuite c'est connerie sur connerie. Il y a des jeux, dès le début on sait que ça va être pourri. Mais là non, ça pouvait faire illusion. C'est un thriller sur léger fond de fantastique qui se barre en sucette totale. Un supplice pour en voir le bout. Prenez le film The Box de Richard Kelly. Le mec qui a fait Donnie Darko et Southland Tales. Le principe de base est simple. Il y a une boîte, t'appuies dessus, tu gagnes $1 million mais quelqu'un dans le monde meurt, t'appuies pas dessus et la boîte est confiée à d'autres personnes qui auront le même choix que toi. Bon voilà. Thriller, doute, suspense, questionnement sur la moralité, tout ça. Plus loin dans le film, il y a des éléments de science-fiction qui se greffent à l'intrigue. Ça paraît un peu déroutant, mais ça reste tout de même dans une certaine limite. Le jeu Fahrenheit, c'est un peu pareil. Un pitch simple, Lucas est pas vraiment coupable, va-t-il réussir à prouver son innocence ou se fera-t-il arrêter? C'est également du thriller avec un peu de fantastique, introduit d'entrée de jeu par le fait que Kane soit possédé. Sauf que par-dessus tout ça, vous ajoutez des combats à la Matrix, vous ajoutez une base secrète militaire, vous ajoutez des Mayas, vous ajoutez une guerre de clans séculaire, vous ajoutez une IA diabolique, etc. etc. Vous le sentez bien maintenant, le gros bordel dégoulinant ou pas? Vous trouvez pas que ça sonne comme un scénario de fanfiction rédigé par un ado sans retenue?
Donc si on résume, un gameplay ultra limité quand il n'est pas juste mauvais, une esthétique plate, des voix et des musiques en dents de scie malgré les gros noms et surtout une intrigue globale qui fait largement plus que simplement friser le ridicule, il a pas tellement bonne mine le second jeu Quantic Dream. Quand bien même il passe après The Nomadsoul, il a pas tellement bonne mine. Malgré une certaine envie de bien faire et quelques idées narratives qui peuvent passer, le manque total de maturité du studio Quantic Dream fait que ce Fahrenheit passe plus pour un bon gros navet qui pète 3 fois plus haut que son cul que pour un potentiel concurrent à Shenmue. Si tant est que vouloir absolument rivaliser avec Shenmue soit un objectif sain, ce qui ne l'est pas. Et au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous côté Quantic Dream? Eh bien, j'aurais tendance à dire au même endroit. David Cage semble toujours ancré dans son pompeux délire de « je fais avancer le jeu vidéo, je suis original », tout en réalisant des productions qui s'engouffrent les deux pieds devant dans ce qui sclérose déjà le média, toujours avec la prétention de faire mieux que tout le monde et d'émouvoir comme jamais les joueurs avec des personnages et des choix hyper durs à prendre. Je me demande s'il a joué au The Walking Dead de Telltale, parce que même s'il n'est clairement pas parfait et qu'il est assez manichéen dans ce qu'il propose, niveau écriture et attachement à des personnages, il a déjà de quoi prendre pas mal de notes le pépère. En tout cas, faites-vous une fleur et évitez de jouer à Fahrenheit, à moins que vous soyez un peu maso et que vous avez envie d'entrevoir les racines du mal façon Quantic Dream. Si c'est ça, alors foncez. Oh putain, les racines du mal, c'est drôle. Oui, Maurice Dantec, l'écrivain français naturalisé canadien, pour parler d'un jeu Quantic Dream avec du mysticisme et une IA. C'est la classe, putain. J'ai plus qu'à me suicider.